Pour le parfait flâneur, écrit Baudelaire, pour l'observateur passionné, c'est une immense jouissance que délire domicile dans le nombre, dans l'ondoyant, dans le mouvement, dans le fugitif et l'infini. C'est en flâneur que je suis allé passer 20 ans en Chine. C'est en flânant dans le nombre, dans l'ondoyant, dans le mouvement, dans le fugitif et l'infini, que je suis devenu le pêcheur de lecteurs qui s'adresse à toi aujourd'hui. Baudelaire écrit encore « Être hors de chez soi et pourtant se sentir partout chez soi. Voir le monde, être au centre du monde et rester caché au monde. Voir le monde, cela me va. Être au centre du monde, ce n'est pas pour moi. Mais rester caché au monde, je veux dire que mes livres restent cachés au monde. Voilà une injustice à laquelle je ne peux penser sans souffrir. Et pour ne plus y penser, c'est-à-dire ne plus en souffrir, voici mes livres, monde. En contravention avec la règle qui veut que rien en Italie ne démarre officiellement avant l'heure annoncée, quelqu'un remplit déjà d'une voix pleine d'autorité, auréolée d'emphase, le petit salon tenant lieu de salle de réunion où Emma et Guérand entrent sur la pointe des pieds. À peine ont-ils le temps de faire acte de reconnaissance faciale, ce réflexe de tout temps, de tout peuple et de tout lieu qui consiste à scruter l'assistance à la recherche de visages familiers, c'est-à-dire en l'occurrence chinois, il n'y en a pas. À peine plus le temps de jauger l'homme qui, dans un beau costume clair et dans un italien sonore, tient le crachoir, qu'ils sont précipités dans le vif du sujet. Chers amis, nous ne sommes pas aux Chinois ce que les Grecs furent aux Romains. Ces derniers, vous le savez comme moi, se sont soumis de façon pratiquement sadomasochiste à la culture grecque. Naïfs, admiratifs, ils ont transigé et, disons les choses telles qu'elles sont, baissé la culotte devant le raffinement, le talent et l'élégance de ces hommes pénétrants qu'étaient les Grecs. Raison pour laquelle nous sommes forcés aujourd'hui d'employer le terme de gréco-romain pour parler de ce qui aurait dû être et rester tout simplement notre civilisation, notre monde. Il en résulte, ne le sentez-vous pas dans votre chair, vous aussi, un mélange d'amour et de douleur pour notre histoire, un composé d'agressivité et de soumission, de fierté et d'inversion, preuve que nous sommes bien les héritiers ambivalents de ce monde gréco-romain. 2000 ans passent et nous voici dans une Europe revenue de l'illusion d'une union beaucoup plus vaste et beaucoup plus ambitieuse encore que celle que suggérait le terme gréco-romain. Voilà l'Europe émiettée par la tentative non plus seulement sadomasochiste, mais totalement suicidaire, de créer un monde, que dis-je, une civilisation gréco, romano, franco, germano, etc. Et c'est sur cette Europe-là que la Chine, en nouvel empire romain, exerce aujourd'hui sa domination. Va-t-elle pencher pour le sud, le nord, le centre, préférer la douceur de vie latine à la rudesse des Germains ou, beaucoup plus improbable, si l'on en croit l'histoire, n'avoir de prédilection pour personne? Les Grecs, en tout cas, loin, très loin à présent de pouvoir répéter l'exploit qui consista à vaincre culturellement un empire jouissant d'un spectaculaire ascendant militaire, ne soumettront pas l'empire chinois, ni à leur culture, ni à quoi que ce soit. La Chine n'est pas la jeune nation qu'était Rome lorsque celle-ci fut présentée tel un éphèbe à la Grèce athénienne arrivée à pleine maturité. La Chine a 5000 ans d'histoire pour la prémunir de ces histoires d'amour précipitées. Bref, je vous le dis avec soulagement, il n'y aura pas de civilisation gréco-chinoise. Mais quid des Romains d'aujourd'hui? Quid de l'Italie? Se pourrait-il que notre tour soit venu? Ne serions-nous pas en position d'enfin prendre une revanche sur les Grecs en colonisant culturellement les Chinois?
Ne pourrions-nous pas si machiavéliquement mettre du vin italien dans l'eau que boivent les Chinois, que le XXIe siècle découlant de ce commerce en serait, non pas sino-romain, ne rêvons pas, mais du moins plus romain que germain, ibérique ou gaulois. Après seulement quelques minutes à écouter ce qui est pour lui son premier séminaire en italien, Guérand comprend enfin subitement pourquoi David Graeber disait aimer aller à des meetings. Il s'est mis à éprouver le political pleasure, plaisir politique, pouvant aller jusqu'à la political happiness, joie politique, dont le poignant anthropologue anarchiste avait tant abusé qu'il en était prématurément mort. Seule la crainte qu'Emma puisse, quant à elle, s'ennuyer à mourir, interrompt un instant son plaisir. Dans sa robe rouge à volants, qui a fait dire à V la première fois qu'il l'a vue qu'il la suivrait où qu'elle aille, et qui, malgré l'entrée sur la pointe des pieds, n'est pas du tout passée inaperçue de l'assemblée, la jeune fille s'amuse pourtant beaucoup visiblement à écouter ce qu'il enregistre en catimini, en attendant peut-être de trouver l'occasion de filmer discrètement ce qu'elle voit. Le fait est trop évident, hélas, que nous avons anthropologiquement faibli. Oui, mes amis, je le redis haut et fort, bien que franchement cela me fende le cœur. Anthropologiquement faibli, si bien que la donne n'est pas du tout a priori en notre faveur. Je lisais il y a quelques années que Rome était envahie par les sangliers. Les pistes cyclables y étaient rebaptisées avec humour, soit, mais c'est pour moi l'humour du désespoir, piste cinghiabili, pistes sangliables. Encore s'il n'y avait que les sangliers, mais les sangliers sont l'arbre cachant la forêt. D'autres animaux se sont urbanisés, ayant pris l'habitude de chercher leur nourriture dans les ordures de la ville éternelle. Éternelle poubelle, oui. Quand un musée à ciel ouvert se transforme en safari, je vous prie de croire que les Chinois, avec leurs caméras satellisées, n'en perdent pas une miette. Les Romains laissent faire les sangliers. Les Romains sont fatigués. Il est là, le voilà le blessant constat. La Chine s'est engouffrée dans la blessure ouverte par notre grande fatigue. Elle profite de notre renoncement à être grand dans les défaites du présent, comme nous l'avons été dans les victoires du passé. Nous, descendants fatigués certes, mais descendants néanmoins d'une nation autrefois sans pareille, pouvons-nous leur en tenir rigueur? Pouvons-nous seulement les en accuser? Ils font, mais en mieux, car on peine à y trouver la moindre trace de violence, ce que nous faisions encore il y a 2000 ans. J'appelle cela la livraison à domicile de la domination, activité dans laquelle ils sont depuis longtemps passés maîtres. Vous passez commande, bercés par l'illusion d'être chez vous, mais c'est la Chine qui en réalité commande. Tous les jours je prie Dieu pour l'Italien, pauvre consommateur, mais le fait est que la Chine, en tant que pourvoyeuse des biens dont il dépend, est devenue la religion de substitution de l'Italien. Est-ce bien? Est-ce mal? Qui suis-je pour juger? Je sais juste que, mais c'est beaucoup. Sans la Chine, sans ces solides, quoique invisibles étaient, les murs de la maison Rome, chancelant sur des soubassements que le retrait soudain de l'étau européen avait déjà ébranlés, ne mettraient pas longtemps à s'écrouler, imitant ainsi les anciennes ruines, et que les sangliers repousseraient bientôt les frontières de leur audace jusqu'à nos salles à manger. Un ange, chinois sans doute, passe. Dans le silence qu'il traîne derrière lui, Guérand entend le religieux petit signal sonore que fait la caméra d'un téléphone quand elle se met à tourner. Et pourtant, mes amis, mes frères, ce que nous propose la Chine en nous offrant notre survie, sans nous imposer sa langue, abominable la langue, sa culture, sa morale, sa pensée, sa nourriture, enfin, constitue un au-delà aux horizons étroits de l'américanisation, à laquelle la dissolution des peuples dans une union sans vie servait d'affreux cache-nez. En émergeant des décombres moraux de la faillite de l'Occident, l'eurasiatisme, à la façon des Indes d'Attila, mais sans les massacres pédagogiques, a remis tout ça à plat, offrant à chaque pays de se reconstituer individuellement dans un ensemble plus grand et de reprendre la main sur sa propre identité. Dans cet espace si vaste que même nos ancêtres les Romains s'y seraient perdus, et pourtant si cohérent d'un point de vue géographique et économique, nous avons, croyez-le ou non, une carte proprement italienne à jouer. C'est que depuis longtemps la Chine et l'Italie jouent à Colin-Maillard,
On se côtoie, on s'appelle, en feignant de ne pas se voir à travers le bandeau qu'on a sur les yeux, mais on ne se rattrape pas, car ni la Chine, ni à plus forte raison l'Italie, comment le pourrait-elle, ne veut prendre la place de l'autre. C'est un fait amplement documenté que la Chine aime pourvoir, aime profiter, va même jusqu'à aimer s'occuper de, mais carrément occuper, spécialité occidentale. Voilà ce qu'elle n'est fait jamais. Parfois jouer, car il faut bien que les trop puissantes nations se dérident. L'occupation n'est jamais accomplie. On y croit parfois, certains spectateurs aiment s'y tromper, mais ce n'est que du théâtre. Ce n'est pas un hasard si les Chinois sont fascinés par Venise, le carnaval, les bals masqués. Ils se déguisent, mais pas pour cacher leur vrai visage, comme on le leur dit parfois en face. Derrière le masque de l'occupant, regardant avidement dans les affaires privées de tout un continent, masque trompeur, porté uniquement parce que la scène géopolitique l'exige, le visage chinois est toujours tourné vers l'intérieur et les questions domestiques. Or, cette attitude, consistant à ne pas se jeter sur l'extérieur, en avalant pays après pays, est, parce qu'elle est le contraire de ce que font les empires, une immense marque de retenue et de respect. Pensez que, avec l'arrivée tant redoutée des Chinois, il y a eu moins de dégâts que lors de l'incendie de Cinecittà, qui détruisit Florence. Les Chinois non seulement se jouent des difficultés dans lesquelles nous nous trouvions empêtrés jusqu'au cou, ils nous invitent en outre à jouer avec eux à une espèce de colin-maillard avec l'avenir qu'ils voudraient pour nous. Le bandeau est rouge, et alors, le drapeau italien ne l'est-il pas aussi? L'atout de l'italianité, je vous le dis, camarades, conserve toute sa couleur. L'arrivée d'un commis apportant des pizzas provoque un remous dans l'assemblée. Nous sommes à Naples, où la pizza est reine, ne l'oublions pas. Les chaudes odeurs perçant les cartons empilés, comme les lasers chinois percent, dit-on, les blindages les plus impénétrables, s'emparent immédiatement des nez, faisant saliver les participants tournés en cercle autour de l'orateur. L'un d'eux, chez qui la salivation stimule l'envie de parler, remontre que si l'odeur des pizzas s'est emparée de leur sens, à tous, aussi vite et facilement que la Chine a réussi à prendre l'ascendant sur la vieille Europe, l'Italie, parce qu'elle possède la pizza, l'Italie n'est pas absolument perdue, et de nouveau Quinca, Farabase, se débrouillera par elle-même. Nouveau remous. Tout le monde se met à table pour abonder dans le sens ou pour déclarer avec indignation que la pizza est moins à l'Italie qu'elle n'appartient à Naples. Après avoir goûté les propos, croustillant comme la croûte d'une vraie napolitaine, l'orateur calme les esprits qui s'échauffent. L'Italien ne vit pas que de pizza, lance-t-il, comptant d'abord sur cet antipasto, pour réfréner les ardeurs de ceux autour de lui qui paraissent prêts à mettre les bras dans le four pour en sortir un argument prouvant le contraire. Cette première fournée ne suffisant pas du tout à calmer les appétits disputailleurs, il remet la main à la pâte, agitant de fait vigoureusement les coudes et les mains, roulant et étirant la matière imaginaire comme seuls les Italiens savent le faire lorsque le besoin d'argumenter les tient. Pourquoi le béton romain a-t-il été oublié pendant le Moyen-Âge? Est-ce que la pozzolana, la cendre volcanique qui, mélangée à de la chaux, en constituait l'élément majeur, avait subitement disparu des flancs du grand voisin protecteur et parfois destructeur qu'est le mont Vésuve? Non. Hélas, il serait trop facile de blâmer tous nos maux sur le Vésuve. Ce n'est pas le volcan ombrageux qui a enseveli notre fierté. L'éruption, dans le cas du désastre, qu'a été la disparition du savoir-faire, qui avait fait de nous les plus grands bâtisseurs. L'éruption, vous dis-je, fut cette fois intérieure. Cioè fu auto-inflitta l'eruzione. Elle fut auto-infligée. Nous avons tout simplement oublié de vouloir construire. Nous avons oublié de nous projeter dans la grandeur de nos bâtiments, préférant inconsciemment nous détruire au contraire, jusqu'à l'oubli de, presque, tout ce qui avait été nous. J'entends les murmures de vos estomacs. Le béton ne se mange pas, et la puzzolane est certainement beaucoup moins digeste qu'une pizza. Je ne suis pas en train de dire que la pizza pourrait disparaître, de la même manière que le béton, mais tout de même, c'est un précédent qui mérite toute notre attention, car l'on ne construit pas l'édifice de la nation sur ni avec de la pâte à pizza. Ayant mis devant son public les bons ingrédients pour le convaincre, ou du moins nourrir ses réflexions, il poursuit rondement l'élaboration de son discours. Les Chinois possèdent la mentalité qui était celle des Italiens,
quand ces derniers étaient occupés à conquérir la terre. Il privilégie le savoir-faire indigène, qui rendit célèbre et protégea certains peuples après leur soumission ou leur allégeance aux Romains. Le savoir-faire philosophique ou artistique des Grecs surgit immédiatement à l'esprit. Sans l'influence profonde et durable qu'eut celui-ci sur la civilisation romaine, il est bien évident qu'on parlerait beaucoup moins des Grecs aujourd'hui. L'absence de savoir-faire condamnait les autres peuples à l'oubli. Je veux dire l'oubli dans l'absolument romain. L'assimilation, l'acculturation parfaite, ce qui devait être, avouons-le, une assez noble mort pour des cultures sans véritable talent. Si nous ne pouvons pas prétendre coloniser culturellement nos colonisateurs comme le firent les Grecs avec nos ancêtres, nous avons du moins de quoi empêcher notre complète dissolution dans la culture chinoise. Redevenons envahissants, non pas militairement, mais par la culture. Soyons italiens jusqu'au bout des ongles. Revendiquons urbi et orbi tous nos points forts. Qu'on ne mange plus une seule pizza en Chine sans penser à Naples. Qu'on ne boive plus d'un vin d'Italie sans penser profondément, avec respect et admiration, à la terre qui l'a produit. Et quand bien même nos relations avec la Chine n'évolueraient pas jusqu'à provoquer la floraison d'une espèce de civilisation romano-chinoise, je suis pour ma part très content de cette nouvelle Pax Romana sous les auspices de la Chine. En paix et prospère à l'intérieur, respecté à l'extérieur, que vouloir de plus? Ni serfs ni esclaves de barons de la finance mondialisée ou de maîtres inconnus, nous sommes désormais clients de patrons aussi généreux, modestes et droits que distants. Nous leur sommes presque obligés à la façon des liberti, les anciens esclaves affranchis devenus les clients de ceux qui auraient pu vouloir être à jamais leurs maîtres, mais qui n'en ont rien fait. Que les Chinois soient à distance ce que les patriciens étaient, ou, puisqu'ils ont dégénéré, auraient dû continuer à être aux plébéiens, si c'est le prix à payer pour rester ou redevenir pleinement italiens. Quelle honte! J'entends murmurer ici ou là. Sachez, si vous êtes coupable de ce murmure, que ce n'est pas faiblir, que de participer à l'unification tant attendue de tout un continent, le seul d'ailleurs qui compte vraiment. Dans l'Empire romain, les clients étaient tenus, chaque matin à l'aube, d'aller saluer leur patron, une coutume connue sous le nom de salutatio, qui valait aux clients d'être encore appelés les salutatores. Nous, même si ce jogging de l'aube ne nous ferait pas de tort, au vu de notre débordante affection pour les pizzas et les pâtes, nous ne verrons nos patriciens que très rarement. Pour autant, en esprit, nous saluerons tous les matins l'Orient pour ce qu'il est, notre protecteur, notre patron, nos lendemains qui chantent. Semper anticus, toujours de l'avant, toujours de l'avant. Profitant de la salve de Semper Anticus déclenchée par l'orateur, lequel, pour signaler où allait maintenant son esprit conquérant, s'est emparé le premier d'une part de pizza, Emma et Guérand s'échappent de la Reunione, de la même manière qu'ils y étaient venus, sur la pointe des pieds, mais pas sans avoir arraché chacun un morceau de la pizza désormais au centre d'un passionné débat. Avalée en marchant, celle-ci fait dire à Emma qu'elle ne l'a pas vue passer tant elle était bonne. Elle retournerait bien en disputer une tranche, ne serait-ce, à défaut de pouvoir la partager avec sa maman, que pour la photo, grâce à laquelle elles pourraient toutes deux la manger encore des yeux dans 1000 ans, dit-elle, en appuyant sur la dernière syllabe, goûtant à la spontanéité d'un jeu de mots qui lui ferait presque oublier le revenez-y de la pizza. Guérand, absorbé par la question de savoir pourquoi la comparaison entre confucianisme et légalisme, qui devait être l'objet de la réunion, n'a pas été abordée, a avalé sa part sans s'en rendre compte. « Dans 1000 ans, papa », répète Emma, à la fois déçue par l'indifférence de son père et peu disposée à accepter ce four. Ses yeux sont 2 brillantes olives et son visage rond et barbouillé de sauce tomate à la lumière des lampions éclairant la ruelle où elle s'est arrêtée. « Peut-être devrions-nous y retourner en effet, opine Guérand. Après les pizzas, dont je doute qu'il puisse rester quoi que ce soit, dit-il en se frottant les doigts enfarinés, en même temps qu'il comprend que quelque chose ne va pas. Ils ont probablement entamé enfin la question à l'ordre du jour. Le discours que nous avons entendu ne devait être en somme qu'une façon de chauffer la salle avant le plat de résistance. Debout à étudier l'affiche, quelques heures plus tôt,
se demandant s'il ne se tenait pas là devant le programme de leur soirée, Emma avait évoqué un professeur de chinois d'école primaire, un type riant, dévoué et amène qui parlait souvent de confucianisme, s'ouvrait comme une fleur chaque fois qu'il tombait sur le mot Dao ou daoïsme, mais qui perdait le sourire lorsqu'au hasard d'une lecture commentée, il tombait sur la moindre mention de légalisme. Emma, elle, par solidarité, en perdait le goût des questions, craignant qu'il fût illégal à l'âge qu'elle avait de vouloir savoir ce que c'était que cet isme, capable de fermer le robinet de la joie de parler. Elle n'avait pas voulu risquer, en plus, d'être la cause d'une interruption plus durable dans la voix de son professeur de prédilection. Elle en était alors venue naturellement à identifier le légalisme au manque de joie de vivre, couplé à l'excès de rigueur des professeurs qui, par le nombre du moins, régnaient sur toutes les autres disciplines. En secondaire, la domination des tenants de la façon d'apprendre tristement, avait-elle confié en soupirant, deviendrait presque totale. Guérand l'avait consolée en lui promettant que le soir même, ils entendraient un autre son de cloche. Or voilà que le professore qui avait parlé à la réunion avait lui aussi omis le sujet qui les y avait attirés. Ou alors ils avaient mal compris. Peut-être était-il parti avant que la leçon n'ait vraiment commencé. « Vite !» dit Guérand, ignorant encore pourquoi Emma s'est arrêtée brusquement, de la même façon qu'elle avait ignoré les toutes premières fois pourquoi son professeur s'arrêtait de sourire, mais tentant de compenser son embarras par l'enthousiasme. Il n'est peut-être pas trop tard pour entendre des Italiens contraster ce que tu sais du légalisme. Emma n'est plus si jeune qu'un sourire ou son absence inexpliquée puisse encore inhiber son jugement. Elle sait que Guérand, après avoir eu quelques heures pour imaginer les ingrédients de la conversation, désire autant qu'elle, sinon plus encore, ce supplément. Se remettant vivement à s'éloigner du « tre via San Croce », elle laisse Guérand sur sa faim en déclarant, cassante comme une pizza laissée au four trop longtemps, qu'elle n'y retournerait pas avant 1000 ans.